Bonjour, bonjour Salomé, bonjour à tous. Du coup, on se retrouve ce soir pour un live, sur les troubles du comportement alimentaire. Donc, voilà, je suis avec Salomé. Bonjour Salomé. Bonjour Thibaut et merci pour cette invitation sur un sujet qui me tient à cœur, qui me tient beaucoup à cœur, parce que c'est mon histoire, c'est le pourquoi je suis arrivée là et les différents outils que j'ai utilisés pour me sauver des TCA et que j'utilise aujourd'hui pour essayer de régler quelques problématiques métaboliques de santé mentale et physique chez d'autres personnes. Alors évidemment, je traite d'autres tels que la perte de poids, les problèmes de sommeil, l'insomnie, les inflammations intestinales, les maladies auto-immunes, tout ce qui va être tout ce qui va toucher à la dégénérescence cérébrale. Mais c'est vrai que c'est ma porte d'entrée, donc ton invitation m'a touchée et évidemment j'ai dit oui à cette proposition. Top, top, top. Bah, effectivement, quand voilà, on parle de troubles du comportement alimentaire, moi, voilà, moi je me suis enfin pas je me suis formé, mais voilà, quand je me suis commencé à m'intéresser, bah, à l'alimentation, à la santé en général, voilà, toi, tu as plus d'expérience que moi, ça fait plus longtemps que tu es là, donc forcément, en fait, au moment où j'ai traversé des périodes où, alors, on va en parler pendant le live, mais voilà, j'ai aussi traversé des périodes où j'avais une mauvaise relation à la nourriture. Bah, des fois, je suis tombé sur des vidéos qui quand même, voilà, m'interpellaient, me faisaient du bien, en fait, voilà. Voilà, je regarde juste si, il y a des personnes qui commencent à arriver sur le live. Oui. Voilà, on a Oui, oui. quelques minutes d'avance. Alors je ne sais Hem, pas si j'aurai un visu sur, les personnes qui arrivent. Est-ce que j'ai accès aux commentaires ou quoi que ce soit? Comme c'est je fais très alors rarement des Facebook. ouais, toi non, OK, enfin je pense pas en tout cas. Heu, non, je pense pas que tu aies que OK. je regarde juste Du coup, que c'est toi qui auras l'œil. c'est ça, c'est ça, c'est ça et moi je repasse du coup, s'il y a déjà des personnes qui sont là, n'hésitez pas à poser vos questions. Bah, Salomé est là pour y répondre aussi. Donc n'hésitez pas. Hop, OK. OK, je vois qu'il y a quelques personnes qui arrivent. N'hésitez pas à nous dire si en commentaire si vous nous entendez bien. Voilà, c'est juste une petite sécurité pour voir si on parle pas dans le vide quand même. OK, tac. On va attendre encore quelques minutes avant de commencer, voilà. Mmh. Pas de souci. Hop. Tu as beaucoup de TCA toi dans tes coachings? Tu as traité cette problématique? Heu, un petit peu et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient quand même. Alors, moi, il y a vraiment une question que je me pose, auquel j'ai pas la réponse, hein. C'est il y a des personnes qui ont une mauvaise relation à la nourriture, mais que des fois on ne sait pas si c'est un TCA ou pas, en fait. Mmh. Et enfin, en termes de diagnostic, des fois j'ai l'impression que ça ressemble, des fois, je sais pas trop, en fait. Ah c'est ouais, je sais pas trop, en fait. Je sais pas trop dans le sens où si des fois, en fait, les personnes alors il y en a qui me disent clairement: «Voilà, j'ai un trouble du comportement alimentaire, voilà, je fais de l'hyperphagie et cetera». Donc là, oui, mais d'autres cas, je suspecte un petit peu, mais ouais, sans plus, quoi. Alors, tout à fait. De toute façon, dans la médecine traditionnelle, dans la psychiatrie, il y a des critères pour dire que c'est un TCA ou non. Moi, dans ma pratique, je m'arrête absolument pas à ça parce qu'à partir du moment où un comportement alimentaire impacte le bien-être mental et physique d'une personne, j'estime Mmh. que c'est un TCA. C'est pas un TCA au sens strict du terme, c'est pas pour les médecins un TCA. Par contre, c'est une source de mal-être, une source de stress, une source d'angoisse chez la personne et je dois le prendre en tant que tel, comme tout autre symptôme par exemple d'hypothyroïdie ou de maladie inflammatoire de l'intestin. Et ça, je vais le prendre à cœur pour essayer de le traiter parce que très souvent, je ne peux pas atteindre l'objectif de la personne, que ce soit, comme je disais, traiter des insomnies ou de la perte de poids, si je ne prends pas en considération ce TCA. Donc, de toute façon, moi, dans mon esprit, l'alerte, elle va être à partir du moment
où il y a un mal-être généré par ce comportement. Mmh. Ouais, OK, absolument. Hem et du coup, bah, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer, bah, quels sont les différents types de TCA, Mmh. qu'on peut avoir? Et puis quelles sont les différences entre, bah, les différents types, du trouble du comportement alimentaire, du coup? OK. Alors, je vais pas répondre, en faisant une liste des troubles du comportement alimentaire, parce que je pense qu'il faudrait que je trouve des noms pour chaque, des noms scientifiques et je le ferai pas. Je pense qu'un trouble du comportement alimentaire, c'est quand tu subis ta prise alimentaire. Ça peut être dans du trop ou dans du moins. Alors, par exemple, l'anorexie, on sait que c'est un trouble du comportement alimentaire. J'en ai souffert. Oui, la peur de manger, la peur de grossir, la peur de ressentir cet estomac plein, c'est un trouble du comportement alimentaire parce qu'on cherche à restreindre la quantité, voire l'anéantir. On va avoir l'hyperphagie, donc c'est le fait de manger en grande quantité, généralement en un minimum de temps. Non, c'est la boulimie qui est plus en un minimum de temps. Après, on va avoir différentes façons de compenser. Le sport pour la bigorexie, il y a le caractère vomitif de la boulimie, il y a le fait de faire des jeûnes. Tout ça, ça va être lié à des troubles du comportement alimentaire qui vont être dans le contrôle alimentaire en vue de répondre soit à un besoin physique, soit à un besoin émotionnel. Et généralement, on répond à un besoin physique de manière consciente, c'est-à-dire on fait ça ou ça parce qu'on cherche à perdre du poids ou des choses comme ça, mais de manière inconsciente, il y a toujours une raison émotionnelle. Et c'est en appuyant sur l'émotionnel qu'on va venir se défaire de ce trouble du comportement, qu'il soit de l'hyperphagie, boulimie, anorexie, ou les gens qui vont, par exemple, le fait de quand on n'est pas chez soi, bah, on n'arrive plus à manger et quand on est chez soi, on mange correctement ou inversement. En fait, si tu veux, ça, c'est pas acté par la médecine, mais quand il y a des personnes qui se retrouvent à l'extérieur et c'est quand à l'extérieur, elles se retrouvent à manger suffisamment ou à manger ce qu'elle aime et à la maison à se restreindre, pour moi, il y a un trouble du comportement alimentaire. Ou le simple fait d'avoir une addiction, par exemple, de devoir terminer son repas par du sucré, ça peut être un trouble du comportement alimentaire si le fait de consommer cette chose sucrée impacte psychologiquement et physiquement la personne. Donc tu vois, ça peut être une multitude. C'est qu'à partir du moment, ce que tu vas manger, est-ce que tu le manges avec plaisir, consciemment, et est-ce que ça nourrit tes objectifs? Donc, ça sera absolument pas une réponse telle que tu l'attends, ce sera Mmh. pas. Mais tout le monde peut souffrir. Et je pense que tout le monde aujourd'hui rencontre des troubles du comportement alimentaire. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on le traite ou non? C'est le degré de handicap que ça génère. En fait, il y a des gens qui ne peuvent pas aller au restaurant parce qu'ils ont peur. Il y a des gens qui n'arrivent pas à manger le matin parce qu'ils ont peur. Et en fait, ça handicape parce que ça crée une baisse d'énergie, ça crée une distanciation avec le lien social, ça crée un isolement. Et c'est ça, en fait, qu'il faut traiter. Peu importe le nom du trouble, si l'alimentation génère des déséquilibres dans la vie globale, il faut le traiter. Ouais, bah, je partage complètement ton point de vue, en fait, OK, sur le fait que sur le fait qu'il y a pas que des trucs enfin, quelque chose qui est bien spécifique, mais à partir du moment où ça touche, bah, à notre santé, à notre bien-être, c'est qu'il y a trouble comportement alimentaire. Je partage exactement. complètement. Ouais, exactement. Hem Et du coup, je me demandais par rapport, du coup, à la médecine classique. Aujourd'hui, qu'est-ce que la médecine classique fait par rapport à ça? Enfin, moi, j'ai ma réponse, mais voilà, j'ai Qu'est-ce l'impression qu'elle pas fait? grand-chose. Si je veux être directe, et passer par mon parcours, face à un trouble du comportement alimentaire type anorexie, c'est antidépresseurs, c'est aller direct en hôpital psychiatrique où on t'oblige à manger. J'avais des hyperphagiques boulimiques avec moi quand j'étais à l'hôpital psychiatrique, et ben, ils avaient les mêmes plateaux repas que nous, sauf qu'ils avaient obligation de manger en un minimum de 30 minutes et nous, on avait obligation de manger en un maximum parce que dans l'anorexie, tu ralentis énormément parce que tu veux pas manger et dans l'hyperphagie boulimie, tu manges trop vite. Donc aujourd'hui, la médecine, elle ne sait pas traiter cette problématique de la bonne manière. Alors, je pense qu'il existe des cliniques et des hôpitaux spécialisés de très haute qualité. Je suis pas en train de dire que c'est la cata partout, mais la grande majorité du parcours, c'est un parcours du combattant. C'est de la psychiatrie, donc c'est des médicaments, alors même qu'on aura besoin de plus de compassion, d'écoute, de se reconnecter à son corps et de la psychomotricité, de la kinésiologie, de tout ce qui va être touché autour de l'énergie, de l'EMDR, on va avoir de l'hypnose. Moi, je préférais que ce soit des médecines alternatives. Donc aujourd'hui, celui qui se retrouve face à ces problématiques, pour moi, il a pas grand-chose à attendre de la médecine. OK, OK, OK. Et du coup, toi, comment en consultation, heu, tu un petit peu les gens dans ces troubles de comportement alimentaire, du coup?
je suppose de façon un petit peu holistique? Ouais. La première chose la plus importante quand on souffre d'un trouble du comportement alimentaire, c'est d'en avoir conscience. Tant que tu n'en as pas Mmh. conscience, alors tu subis la souffrance, tu sais que tu as tendance à faire ça et que ça te fait du mal, mais tu n'as pas mis le doigt sur le fait que c'était une pathologie, que c'était un trouble, que c'était un symptôme de quelque chose. À partir du moment où tu as pris conscience de ça, ça a moins de pouvoir sur toi parce que tu as conscience que c'est pas toi, mais c'est ce que tu ressens à tel instant et que ce sentiment ou cette émotion peut être renversée à partir du moment où tu la vois venir. Donc il y a un petit caractère méditatif. Il faut à un moment donné faire ce pas de recul, faire une pause dans le temps et se rendre compte de ce qu'on est en train de faire ou de ce qu'on va faire et de Mmh. ce à quoi on pense. Ceux qui vont être par exemple dans la restriction calorique, elles vont penser à manger toute la journée. Elles savent qu'elles pensent à manger, elles en souffrent, mais elles ne prennent pas conscience que ça, c'est la cause du fait qu'elles sont en restriction. Et cette restriction est la cause d'un trouble émotionnel. Donc déjà, la première chose, c'est prends conscience. Et donc, pour de ce fait, bah, je pose forcément la question sur comment tu te sens, qu'est-ce que tu manges, et du coup, je lui fais relever les erreurs. Et derrière, je ne vais pas traiter l'assiette en termes de quantité. Je garde l'exemple de la restriction calorique, ok, parce que c'est souvent qu'on veut perdre du poids et donc on fait de la restriction. Je ne vais pas obliger la personne à augmenter les calories. Parce que sa peur, c'est la calorie. Donc, si je lui la confronte à sa peur, je vais générer potentiellement davantage de Mmh. troubles, voire de nouveaux. Par contre, je vais jouer sur la qualité de l'assiette. C'est-à-dire qu'on va peut-être rester, je dis n'importe quoi, à 800 calories au départ et la personne est en grand déficit. Sauf qu'on va partir sur du 800 d'une toute autre qualité. Et c'est là que moi, j'emploie l'alimentation cétogène. Le simple fait de venir se nourrir surtout de protéines animales et de graisses animales, tu vas renourrir ton cerveau et tu vas le remettre à l'endroit. Tu vas forcément rehausser tes hormones du stress, tu vas les équilibrer et faire remonter les hormones de dopamine, sérotonine. Et qu'est-ce qu'un trouble émotionnel? C'est des troubles hormonaux qui sont générés par une pensée, évidemment, mais c'est le nerf vague qui lie la sérotonine qui est présente à 90% dans l'intestin vers le cerveau. Et quand je viens nourrir correctement mon intestin et mon cerveau, ben, je remets en place des comportements salvateurs pour soi-même. Donc, prise de conscience, on échange autour de cette problématique avec bienveillance et on met en place une diététique qui ne confronte pas à la peur, mais qui nourrit tranquillement vers la disparition de ces craintes. OK, OK, OK. C'est hyper intéressant. Juste pour les personnes qui nous regardent, quand tu dis en prendre conscience, hem, est-ce que je sais pas, il y a des signes, sur lesquels on peut se fier? Si on peut se dire, enfin, des signes sur lesquels vraiment, heu, un signe préoccupant comme quoi, on souffre d'un trouble du comportement alimentaire. Je pense Ben, notamment aux personnes qui forcément quand on va y penser à toujours ce qu'on mange et cetera, ça pour moi c'est déjà un premier signe. Est-ce qu'il y a d'autres signes? oui, bien sûr qu'il y a d'autres signes, les signes du stress. Si je te dis que je t'invite à manger au restaurant à telle date ou que notre bande d'amis va faire une fête surprise et qu'on va tous manger ensemble et que cette personne, ça lui génère du stress, forcément, il y a un trouble du Mmh, comportement alimentaire parce que à quoi sert le stress dans l'organisme de l'être humain? À la base, il est là pour nous sauver la vie. C'est pour savoir si on doit se battre ou si on doit fuir. Et c'est très souvent face à une mort physique. Donc on va être face à un lion, on va être face à un mammouth, on va être en danger de feu. Donc le stress, il sert à ça, à nous sauver la vie. La problématique, c'est que d'aller manger au restaurant, généralement, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt pour vivre un événement. Et quand un stress est généré dans un contexte où il n'y a aucun danger de mort, et je parle de mort physique, mort émotionnelle, c'est aussi possible au niveau de l'ego. Mais on va mettre ça de côté pour l'instant. S'il n'y a pas de risque de mort, il n'y a aucune raison de stresser. Et s'il y a du stress, c'est donc qu'il y a un trouble à traiter. OK, OK. Est-ce que voilà, enfin, moi j'ai été confronté à une personne qui m'a dit, assez récemment que, hem, en fait c'était plutôt un manque de volonté pour elle. Voilà, tout à l'heure, tu as parlé du cerveau qui avait des causes hormonales et cetera. Est-ce que pour toi, c'est juste une question de discipline ou il y a vraiment des causes physiologiques, et ou hormonales qui vont faire que, hem, bah, On entre... qu'on entre dans un trouble de comportement alimentaire? Alors non, c'est jamais une histoire de volonté. Mmh, C'est une maladie, c'est une pathologie. Avérée ou non par le corps médical, il n'y aura jamais d'histoire de volonté. Une personne
qui décide de se faire du mal, c'est toujours parce qu'il y a une forte souffrance derrière et qu'il y a une pathologie. Ça peut être une dépression, de la déprime, ça peut être un trouble microbiotique, parce que moi je crois énormément que les troubles du comportement alimentaire sont liés à l'intestin et que la chute de la qualité du microbiote génère une inhibition des systèmes limbiques, les émotions, la mémoire, et qu'on a tendance à broyer du noir et à avoir peur de tout. Je suis profonde adepte de cette théorie microbiotique, mais bien sûr que non, c'est absolument pas la volonté. Si c'était la volonté, tout le monde pourrait s'en sortir parce qu'à un moment donné, la survie fait qu'on décide de mettre en place ce qu'on dit et ce qu'on veut. Mais dans un trouble du comportement alimentaire, dans une pathologie, tu as beau le vouloir le plus fortement du monde, tu n'y arriveras pas. Il y a une notion d'addiction, hein. Moi, je peux témoigner, par exemple, en anorexie, l'addiction au manque. Le fait d'avoir faim, parce qu'il y a de grandes périodes de famine, hein, même de famine dans l'anorexie, génère, tu sais, c'est un peu comme si je t'appuie toujours au même endroit avec une petite aiguille. Au début, ça te fait un peu mal. À un moment donné, la douleur s'estompe jusqu'à disparaître. Ton corps s'organise en fait pour survivre face à cette douleur lancinante. C'est la même chose. C'est-à-dire que dans l'anorexie, mais on peut prendre d'autres exemples, la douleur à ressentir la faim s'estompe, mais le plaisir ressenti à se remettre à manger crée une telle grande dose de dopamine et de sérotonine que c'est comme si je prenais un shoot de cocaïne. Et la personne recherche ce shoot de dopamine. Et si elle a employé la restriction calorique intense et la reprise alimentaire pour la ressentir, elle est enfermée dans ce cercle vicieux et elle estime qu'elle ne peut vivre du plaisir qu'à travers ce comportement destructeur. Comme ceux qui fument la cigarette, qui boivent de l'alcool, qui prennent de la cocaïne, il y a toujours une notion d'addiction derrière. Et moi, je suis convaincue que les troubles du comportement alimentaire, s'ils sont maintenus, c'est qu'il y a quand même quelque chose à gagner à l'instant T, mais quelque chose qui étouffe une émotion négative qui est là, beaucoup plus profonde. Le fait de manquer d'aliments et de me redonner le droit de manger créer un espèce de plaisir qui venait contrer une profonde tristesse, puisque moi, c'est parce que j'avais perdu une personne de ma famille. Donc, tu vois, je pense que c'est profondément des addictions et des troubles microbiotiques qui jouent sur le cerveau. Et non, tu ne peux pas décider de lutter contre une addiction, sinon aujourd'hui, l'alcoolisme n'existera plus, le tabagisme non plus. OK. Et juste du coup, quand enfin là tu dis que tu peux pas lutter, est-ce que du coup, est-ce qu'on peut vraiment, «guérir» entre guillemets, d'un TCA? Ou alors est-ce qu'on apprend juste à vivre avec? Alors, je pense que c'est un handicap qu'on acquiert par notre histoire. Comme quelqu'un se casserait une jambe, bah, il aurait une fragilité sur une jambe. Celui qui grandit avec des TCA, il grandira toujours avec cette fragilité. Il y aura toujours l'os qui aura une cicatrice dessus et il se sentira fragile face à tel contexte ou tel environnement. On apprend à vivre avec, mais par contre, la cicatrice, elle est presque invisible parfois, elle est insensible. Donc, c'est pas qu'on apprend à vivre avec et que c'est la même intensité. On sait juste qu'on a une fragilité, mais comme quelqu'un qui se sait impulsif ou qui se sait irritable, en fait, il sait qu'il est sanguin et il va peut-être faire plus attention que les autres face à telle situation pour ne pas faire du mal autour de lui. Et ben, celui qui souffre de troubles du comportement alimentaire, il va faire attention à ce que lorsque certains schémas se reproduisent, il ne retombe pas dans ses travers parce qu'il se connaît en fait. Donc moi, je pense que ça fait partie d'une facette de personnalité. Et j'irai plus loin. Pourquoi? Parce que je pense que ça vient très tôt, les troubles du comportement alimentaire, et qu'en fait, on grandit avec et on se modélise autour. Donc en fait, on a pris une certaine forme et on ne peut pas Mmh. changer de forme du jour au lendemain. Donc je pense que c'est une personnalité, on vit avec. Par contre, on peut la dompter très très bien. On peut ne plus en souffrir. Par contre, on sait que c'est là et il y a parfois des petites pensées ou des comportements, mais ça n'impacte plus. C'est plus un handicap, comme je le disais au début, où pour moi, ce qui impacte négativement la santé psychique et physique de quelqu'un est un trouble. Aujourd'hui, mon anorexie, c'est mon passé. J'en garde des stigmates physiques et mentales. Par contre, ça ne m'empêche plus de vivre, ça ne me fait plus souffrir, ça ne m'obsède plus. Donc, pour moi, j'ai plus la maladie, mais j'ai encore les marques. OK. Voilà, tu parles beaucoup d'anorexie parce que forcément c'est ce que tu as vécu toi. Heu, Est-ce que du coup, dans ta pratique, professionnelle, est-ce que, tu «traites» entre guillemets parce que voilà, l'anorexie, de la même façon que quelqu'un qui va être, hyperphagique ou boulimique? Et si Non, enfin
non? Non, mais en fait, je traite rien pareil. Même 2 hyperphagiques, 2 boulimiques ou 10 anorexiques, je vais jamais les traiter de la même manière. Je prends pas des maladies en face de moi, je prends pas des surpoids, je prends pas des inflammations intestinales. Je prends des individus, je prends des histoires, je prends des âmes en fait et en fait, je j'écoute et j'arrive à lire le chemin traversé, où elle en est aujourd'hui et ce qu'elle veut. Mais c'est une personne pour une personne, donc jamais je traite de la Mmh. même manière. Ouais, évidemment, la personnalisation, c'est la base. Et du coup, alors on a parlé un petit peu tout à l'heure, du régime cétogène. Voilà, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu plus. Mmh. Comment toi, du coup, bah, concrètement, qu'est-ce que ça apporte un petit peu au niveau tu as parlé du microbiote, que pour toi c'était un gros déséquilibre au niveau microbiote. Qu'est-ce que l'alimentation cétogène viendrait, «rétablir» entre guillemets, à ce niveau-là? Alors, avant de venir rétablir l'équilibre microbiotique, je dis toujours que pour se sortir d'un pétrin, hein, d'un souci, il faut toujours employer la via negativa. Qu'est-ce que j'ai dans mon environnement? Et là, on va parler de l'assiette, mais ça va pour tout le reste, hein, que ce soit social ou quoi. Qu'est-ce que j'ai qui m'est négatif? Qu'est-ce qui génère des troubles? Qu'est-ce qui génère du mal? Qu'est-ce qui génère des inflammations? Donc, la première chose que j'invite à faire, c'est d'adopter une alimentation cétogène parce qu'elle retire les glucides, elle retire les sucres. Les sucres, quand on va manger sucré ou les glucides, hein, donc les aliments qui ne sont pas forcément au goût sucré, on va forcément réveiller la gréline, réveiller la faim. On va réveiller des pulsions alimentaires, on va réveiller des addictions. Et généralement, celles-ci sont pourvoyeurs d'inflammation, puisque le glucide, le glucose en lui-même, que ce soit le fructose, glucose ou autre, même le lactose, ont des impacts négatifs sur l'organisme. Chose qu'il n'y aura pas chez un acide gras de qualité. Donc, je vais déjà dire, OK, il est où le tri? Qu'est-ce que j'enlève pour apaiser des comportements et pour surtout atteindre des objectifs? Et qu'est-ce que je rajoute? Donc, dans un premier temps, pourquoi le cétogène? Parce que j'enlève les sucres, j'enlève les produits transformés, les produits facilement accessibles, les produits facilement achetés, consommés, pour pousser la personne à faire des choix conscients et à mettre un effort sur son assiette. À partir du moment où tu mets un effort sur ton assiette, tu as plus de satisfaction à aller au bout que si c'était vite fait et c'était facile. Plus c'est dur, plus il y a de résultats. Mmh, d'accord, OK. Hem et alors je sais pas si toi tu as déjà eu, ce genre d'objection, si je peux dire, c'est que, par exemple, quand moi je parle d'alimentation cétogène pour améliorer un trouble du comportement alimentaire, par exemple, on me dit souvent: «Ouais, mais moi supprimer les glucides, c'est impossible, ça va être, 10 fois pire». Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Je ne supprime jamais rien, je remplace. La personne, tu peux pas lui enlever sa béquille si elle n'a pas réparé sa jambe. Donc tu dois toujours lui offrir une alternative et plusieurs alternatives. Donc il n'y a jamais cette phrase. Bien sûr que ça crée une peur. Parce que tu lui dis quand même, OK, le pain c'est terminé, mais tu auras autre chose à la place. Donc oui, bien sûr qu'il y a une peur. Mais là, c'est pour ça que je dégaine mon livre de recettes, par exemple, que j'ai réalisé avec Géraldine Coco sur Instagram, pour justement donner un moyen de substituer, le temps de s'habituer, de changer son goût sans bouleverser les comportements justement. Quand je te parlais de via negativa, c'est j'enlève le sucre, mais je change rien d'autre pour l'instant. Je ne déstabilise pas plus que ça. Je viens enlever le pain ou la confiture ou les pâtes et je viens les remplacer par autre chose. Et une fois qu'on Mmh. commence à se sentir mieux parce qu'on a enlevé ces allergènes, et ben du coup, on a plus de marge pour potentiellement changer, réduire, améliorer la qualité, mais aussi la quantité. Ouais, donc en fait, ce que tu proposes, du coup, c'est des recettes cétogènes, mais qui, miment parfaitement ou quasiment à l'identique, certaines choses qui sont importantes pour la personne, si je comprends bien? Au lieu de pas faire du pain normal, faire du pain cétogène, par exemple, c'est ça? Alors, forcément, là, je t'ai donné une vue microscopique de la situation. La personne, elle doit arrêter le pain, je lui en donne un autre. Je mets toujours, et là, je vais encore parler de conscience, parce que pour moi, c'est la clé, en fait, de la réussite. Je me mets quand même face au fait que pour vouloir changer, se défaire de ses troubles du comportement alimentaire et atteindre ses objectifs, que ce soit physiques ou des objectifs mentaux, il va falloir se défaire de ses façons de faire. Le pain, il va disparaître à un moment donné. On va y aller pas à pas. Mais le pain, tu vas pas survivre avec du pain. Ton corps n'a pas besoin de ce pain cétogène, même si c'est un pain carnivore. Je vais essayer de retourner tranquillement vers une alimentation brute, protéinée,
avec les végétaux, évidemment, si on est en cétogène, si on est en carnivore, il n'y en a pas, mais d'essayer de prendre conscience qu'il y a certaines utilisations alimentaires qui sont là pour cacher des failles. Pourquoi on va manger du pain alors qu'on pourrait manger quelque chose de plus brut, qui ressemble plus au côté minimalisme? Le problème des troubles du comportement alimentaire, c'est que c'est des gens, et je m'inclus dedans à l'époque, hein, c'est des gens qui cherchent à, à atteindre la perfection, sauf que cette perfection, elle ne leur appartient pas, elles ne l'ont pas choisie. Je veux atteindre la perfection pour un tel, pour lui. Et en fait, de venir amener du minimalisme dans son assiette et de retrouver cette espèce de sérénité dans ses choix, ça permet de se recentrer sur ses réels besoins. Donc oui, je vais lui apporter un pain de substitution, mais je vais bien dire que c'est temporaire. Par contre, je ne lui parle pas de délai. Je ne vais pas l'obliger à retirer son pain Mmh. totalement et au final, elle atteint un mieux-être et qu'elle se sent parfaitement bien. Mais je pense qu'il faut voir le bout du chemin. Il faut voir que cette transformation, elle doit être totale. C'est-à-dire, je me défais des dogmes et des habitudes de vie d'une alimentation traditionnelle qui, au final, m'a abîmée et fait du mal. Et pour se défaire de ces chaînes, il faut plus en porter du tout. Mmh. Non, mais c'est hyper intéressant et quand tu dis justement que tu donnes pas de délai, à partir du moment où on commence une alimentation cétogène ou je dirais même qu'on change d'alimentation, je sais pas, enfin, en tout cas, je parle pour moi, et je pense qu'on est beaucoup à être comme ça aussi, heu, à partir du moment où on passe d'une alimentation dite classique, on mange comme tout le monde comme ça, à une autre alimentation, on veut un petit peu quand même, retrouver les mêmes choses. En tout cas, moi, je mangeais plus de pain et ben, je faisais un pain à la base sans gluten. C'est ça. Voilà, on veut un peu du Mais, un pour un, en fait. mais c'est normal, on est des Mmh, êtres humains, on déteste le changement. On est des mammifères qui adorent la routine. On est comme des lions, on chasse, on dort et on se reproduit. Nous, on fait plus de choses aujourd'hui parce qu'on est un peu plus développé, mais on adore la routine. Donc évidemment que quand tu veux changer de diète, tu peux absolument pas changer du tout au tout du jour au lendemain. Du coup, tu vas jouer comme un effet leurre au niveau du cerveau et donc tu vas remplacer le vrai pain par du faux pain. Mais au fur et à mesure, mieux nourri de manière plus dense, avec un os to tail au niveau de l'animal, avec des acides gras de qualité animale, on va forcément se rendre compte qu'on n'a plus besoin de ces routines-là. On n'a plus besoin de ces repères, qu'elles ne font plus partie de notre nouvelle façon de vivre. Et ça doit se faire complètement instinctivement. Il n'y a pas de volonté de le faire et il n'y a pas d'obligation. Si tu fais bien ta diète cétogène, tu vas facilement et naturellement te retrouver à te défaire du goût sucré, à réduire les légumes, à réduire les fruits de manière circadienne. Je dirais que l'été, c'est normal d'avoir envie potentiellement de fruits, même si moi, personnellement, je n'en ai pas envie. Mais il n'y a pas d'effort à faire, en fait. L'effort, mmh. il est plus dans, c'est éliminer de son assiette les aliments addictifs. Ça, c'est un gros effort. Ouais, ouais, mais je partage complètement ce que tu dis parce que, bah, pour moi, tu vois, l'alimentation cétogène, voilà, j'en parlais encore la semaine dernière avec, quelqu'un que j'accompagne, je lui disais: «Mais» enfin, elle me disait: «Qu'est-ce que toi tu manges?» Mais je lui dis: «Bah» en fait, en mode plutôt, faut que j'essaye de faire un peu comme toi. Sauf que je lui dis déjà, bah, on n'a pas les mêmes objectifs et cetera. Mais en plus de ça, moi, ça fait 2 ans que j'y suis, quoi. Donc forcément, ça a évolué. Forcément, en fait, bah, je aujourd'hui, je vais plus sur l'essentiel, C'est ça. plutôt que les fioritures ou juste pour, voilà, pour combler une période de transition, quoi, comme tu dis. C'est complètement légitime, en fait, que les gens veulent Mmh, copier. Parce que mmh, derrière la tenue, il y a la peur. La peur de mal faire, la peur de manquer, la peur du trop, la peur du tout, en fait. Surtout que l'alimentation cétogène, c'est une alimentation qui n'est pas prônée, loin de là. Personne ne va mmh. te dire de manger du beurre à tire-larigot sans risque cardiovasculaire, alors que c'est faux. Donc c'est normal que la personne qui se lance là-dedans, elle s'accroche en fait au premier passant. Le problématique, c'est ça, c'est que si elle s'accroche au premier passant et que le premier passant se gave d'amandes et de produits laitiers et mange pas assez de graisse, bah, ça va faire ricocher beaucoup de personnes dans l'entourage. Donc, moi, je pense qu'il faut guider, et c'est pour ça que dans mon livre de recettes, il y a des menus types. Par contre, il n'y a pas de quantité. Et c'est là où il faut se former et donc regarder des vidéos de coachs, de youtubeurs, de gens qui s'expriment. En fait, Mmh. pour moi, il y a pas de personnes qui sont au-dessus des autres pour s'exprimer sur le cétogène. Par contre, c'est soi-même, quand on écoute et qu'on analyse, c'est est-ce qu'on trouve ça cohérent? Est-ce qu'on est allé poser plus de questions? Est-ce qu'on teste? C'est l'expérimentation en fait qui fait foi. Donc moi, ça ne me dérange pas qu'on me demande comment je fais. Par contre, je veux dire ce que je fais, mais expliquer pourquoi et montrer ce que la personne doit adapter pour elle-même. Ouais, exactement, exactement. On parle beaucoup d'alimentation cétogène, mais est-ce que
heu, est-ce que les autres régimes, heu, on va dire, enfin, ma question c'est plutôt, est-ce que les autres ré certains autres régimes, pourraient aussi améliorer les choses ou carrément à l'inverse, est-ce qu'il y en a plutôt à déconseiller, quand on souffre de troubles de comportementaires et qui viendraient empirer un peu le problème? Oui, moi je pense que tous les régimes peuvent faire l'affaire à court, à moyen terme. À moyen terme. Parce que si je m'éloigne de l'alimentation cétogène et l'alimentation carnivore, je vais plus avoir une alimentation plus végétale. Si j'ai une alimentation plus végétale, j'ai forcément une alimentation moins carnée. C'est logique, hein, si tu mets plus de légumes et plus de féculents, tu mettras forcément moins de viande. Et je vais t'inviter à mettre aussi moins de graisse, puisque soit tu choisis la source de glucides comme ce carburant, soit tu choisis la source de lipides. Donc si tu augmentes l'un, tu réduis l'autre. Pourquoi elles vont toutes être positives à court ou au moyen terme? Tout simplement parce que généralement, les gens qui souffrent sont dans un cercle vicieux. Elles sont en train de manger d'une certaine façon, et donc elles ont dans leur assiette quelque chose qui les abîme. À partir du moment où tu fais la via negativa et tu retires ce qui te déclenche des troubles, des peurs, des pulsions, et que tu manges autre chose, forcément tu vas aller mieux. Tu es en train de te défaire d'un boulet. Par contre, maintenant, quelle diète tu choisis? Est-ce que tu choisis une diète qui nourrit le métabolisme d'Homo sapiens, ou est-ce que tu choisis un métabolisme qui nourrit nos herbivores? Donc c'est là où pour moi, forcément, je vais pousser les gens à aller vers du cétogène. Low carb cétogène, riche en protéines, riche en graisses et faible en glucides. Mais si tu sors d'une alimentation dégueulasse tournée vers des produits transformés, évidemment, quand même, basculer en végétarien, ce sera positif. OK, OK, c'est intéressant. Et est-ce que toi, du coup, avant d'arriver en cétogène, est-ce que tu as essayé d'autres régimes, végétariens ou d'autres comme ça? Je te pose la question parce que, moi personnellement, j'ai essayé à peu près tout ce qui existait en fait. J'ai fait du sans gluten, du paléo, du végétarien, du tout ce que tu veux et j'ai remarqué quand même que, c'était quand mon alimentation était, hem, la plus végétale, on va dire, donc la moins nourrissante, à mes yeux à l'heure actuelle, avec le recul que j'ai développé justement un peu des troubles du comportement alimentaire. Pour moi, ça venait aussi, pour moi, c'est en fait, c'est à cause de certaines carences. Par exemple, au bout d'un moment, j'en pouvais tellement plus que mon corps, en fait, il réclamait de la nourriture et je me jetais, en fait, sur le frigo, à 22 heures le C'est soir, ça. par exemple. Oui. Alors, moi, mon histoire, elle est un peu particulière. On part du décès de quelqu'un de ma famille qui m'a fortement impacté et qui m'a plongé dans la restriction alimentaire. Donc, en fait, j'ai arrêté de m'alimenter. Au fur et à mesure, j'ai éliminé de plus en plus de choses. Donc, je suis passée vers le végétarisme, mais pas par choix. Euh, Si tu veux, moi, je n'arrivais plus à manger de produits carnés parce que j'avais touché et embrassé le corps de cette personne qui est décédée. Et le fait de toucher un corps, j'avais encore les sensations, les odeurs, et je ne pouvais plus manger de viande. Donc, je suis allée vers le végétarisme. Si tu veux, toute mon histoire alimentaire dans la descente aux enfers, parce que avant, j'ai toujours une tendance anorexique où le stress m'empêchait de manger. Mais j'ai jamais eu un choix porté sur enlever telle famille d'aliments ou telle famille d'aliments. Ce qui m'a fait enlever la famille d'aliments et aller vers le végétarisme, c'est mes traumatismes en fait, hein. C'est des chocs post-traumatiques. Aujourd'hui, je l'analyse comme ça. En fait, j'ai complètement été choquée et traumatisée par ce que j'ai vécu. Et j'ai cessé de m'alimenter. Et quand j'ai repris une alimentation pour essayer de me sortir de mon anorexie, je suis repassée par une alimentation traditionnelle, une 55% de glucides, 30% de lipides et je peux, moi, 20 ou 25% je n'ai plus les chiffres en tête. Et en fait, je voyais bien que ça allait pas. Ça exacerbait mes peurs, ça réveillait mon syndrome d'Asperger, parce que je suis autiste Asperger. Et j'ai bien compris qu'en fait, en pratiquant cette alimentation traditionnelle, plutôt, oui, je bloquais un peu sur la viande encore, hein, donc j'étais surtout sur des œufs. J'ai quasiment consommé que des œufs, mais encore une fois, c'est pas un choix, hein, c'était, je subissais ça. Mmh. Ça exacerbait mon Asperger, et donc je me suis naturellement orientée ensuite vers la réduction des glucides. Et au départ, c'était végétarien. Et c'était toujours avec des œufs. Donc, j'étais sur des huiles végétales, j'étais sur des amandes, des noix. Je me suis flingué l'intestin. J'étais clafie de salade, d'histamine. C'était vraiment la cata. Et je suis allée de plus en plus vers de l'animal. Et aujourd'hui, je suis 100% carnivore strict. Donc, mon parcours, il est plutôt pathologique. Mais oui, je suis passée de végétarisme, ensuite cétogène végétarien et cétogène carnivore aujourd'hui. Mmh. OK. Du coup, juste avant de passer un petit peu à la fin, est-ce que tu aurais, je sais pas, des quelques ou 1 ou 2, enfin, des outils pratiques
que ça soit, je sais pas, de l'écriture, de la respiration, enfin un peu, voilà, des outils que tu recommandes pour les personnes que voilà, qui subissent encore, des crises, heu, de TCA à l'heure actuelle? Alors, c'est une question hyper compliquée parce que tout dépend le contexte de la crise et les symptômes de la crise. Je pense que le premier outil le plus puissant, c'est la respiration et j'ai envie de le cumuler et c'est du coup le seul que je vais donner. C'est le seul que je vais donner parce que je pense que ce serait le plus puissant. Évidemment, je pourrais dire marcher, s'exposer à la lumière, évidemment. Mais je pense que le premier, en fait, c'est que quand on se retrouve face à une crise, n'importe laquelle, hyperphagie, boulimie, anorexie, peu importe, il faut arrêter le temps. En arrêtant le temps, on se laisse le temps de réfléchir à ce qu'on est en train de faire et d'apaiser l'organisme, de lui parler en fait. C'est comme si on se crée une bulle dans le temps. Comment on crée une bulle dans le temps? On respire. Parce que dans une crise, on arrête de respirer ou on suffoque. Donc c'est la première chose, c'est arrêter ce qu'on est en train de faire sans s'interdire de le reprendre. Ça ne veut pas dire que tu vas pas manger ça ou que tu vas manger ça. Inspirer par le nez profondément et souffler. Et en fait, ces secondes-là, on les allonge et on prend conscience de ce qu'on est en train de faire, on s'observe en train de faire et on se demande ce qu'on veut vraiment sur l'instant. Alors évidemment, en période de crise, ça ne veut pas dire que ça va suffire pour ne pas criser, mais c'est Mmh. déjà un moyen de garder un espèce de contrôle. Prendre le temps de, si ça doit prendre 1 minute, 2 minutes, 10 minutes, 20 minutes pour faire cette respiration, mais ça permet de prendre de la distance et il est probable que certaines personnes disent non, mais c'est pas ça en fait que je voulais. Et simplement de prendre conscience de cet instant présent, ça permet de reprendre le contrôle. OK. Bah, c'est super intéressant, c'est ouais, c'est top. Est-ce que du coup, bah, voilà, est-ce que s'il y a des personnes qui veulent un petit peu te suivre, voilà, travailler peut-être avec toi, est-ce qu'on où est-ce qu'on peut, bah, te retrouver, te suivre peut-être sur les réseaux Ouais. sociaux? Alors, Tu as parlé de d'un livre trois. aussi tout à l'heure? Ouais. Alors, j'ai un compte Instagram, donc Salomé Selouk. J'ai une chaîne YouTube sur laquelle je mets des vidéos de mes connaissances pour vous aider, à avancer dans votre diète cétogène, à avancer sur votre trouble du comportement alimentaire, pour n'importe quels objectifs que vous auriez. Donc vous pouvez me retrouver sur Salomé Selouk sur les deux tableaux, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai écrit un livre qui retrace mon anorexie et mon histoire avec l'alimentation cétogène qui s'appelle Keto mon amour, que vous pouvez retrouver sur Amazon, Keto Mon Amour, Salomé Selouk, autobiographie. Et là, je viens de sortir un livre de recettes et un livre sur le métabolisme. Donc, on est deux sur l'affaire. Mon amie Géraldine, elle a créé les recettes et elle a créé quelques dossiers sur le métabolisme et sur l'histoire. Et moi, j'ai apporté toutes mes connaissances sur le métabolisme de l'être humain, sur la perte de poids, sur les huiles de cuisson, sur comment bien pratiquer son alimentation cétogène. Et ce livre, c'est l'Almanach Keto que vous retrouverez également sur Amazon. OK, OK. Bah, tu me passeras de toute façon tous les liens et puis il y aura tous les liens, Ouais, bah, dans le replay de la vidéo, puis après, sur YouTube également. ça marche. Bah, merci beaucoup, je vais te laisser le mot de la fin du coup. Si tu avais un seul, message à transmettre du coup à toutes les personnes, qui traversent encore des TCA, Oui. ça serait lequel? Alors que les troubles du comportement alimentaire, ce sont des messages du corps et de l'esprit et ils sont réversibles. Qu'on peut penser être enfermé dans une bulle, dans une noirceur, dans une autodestruction, dans un autosabotage, mais qu'on peut s'en sortir. En tout cas, si moi et mes 35 kilos, on s'en est sortis, aujourd'hui, ceux qui sont boulimiques, hyperphagiques, anorexiques, bigorexiques, peu importe, et ont peur de ne jamais trouver la sortie, ils y arriveront en employant la via negativa. Donc, on enlève de son alimentation les composés chimiques qui entretiennent cette destruction cérébrale en allant vers une alimentation qui réduit les glucides, car le cerveau et l'intestin ont besoin de graisse animale et de protéines animales. Donc l'alimentation low carb, cétogène et keto-carnivore, pour moi, est la porte de sortie pour ne plus jamais rentrer dans des troubles du comportement alimentaire qui viendraient impacter négativement la santé de l'individu. OK, c'est une magnifique conclusion. Bah, merci beaucoup Salomé d'avoir accepté mon invitation. Merci à tous pour votre écoute. Je ne sais pas combien vous êtes. Il y aura sûrement de la relecture en replay. Alors merci à vous. N'hésitez pas si vous avez des questions à me taguer sous la vidéo ou même directement à venir me voir sur Instagram ou sur YouTube.
Je répondrai à tout évidemment, gratuitement, tous les jours, du lundi au dimanche, toute l'année et s'il y a besoin de coaching, on échange et on voit ce qu'on peut faire ensemble. Super, merci beaucoup Salomé. Merci Thibaut, À bientôt. à bientôt, Au au revoir. revoir.